Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui vous présente la fuite des Patriotes durant l'hiver de 1838. En effet, après l'échec des rébellions des Patriotes de 1837, les Patriotes sont morts au combat, faits prisonniers ou réfugiés aux États-Unis. La situation est critique pour eux, mais ils restent déterminés à poursuivre la lutte contre les injustices du système. Bon visionnement. Durant l'hiver de 1837-1838, les Patriotes sont désorganisés. Leur chef, Louis-Joseph Papineau, est en fuite et cherche à convaincre les politiciens américains d'investir dans les rébellions des Hauts-et-Bas-Canada. Papineau s'installe à Albany, dans l'État de New York. De là, il voyage pour rencontrer des personnalités influentes qui peuvent convaincre les États-Unis d'appuyer les rébellions. Il visite New York, Philadelphie, puis Washington, où il apprend que le président américain Martin Van Buren déclare officiellement la position de neutralité des États-Unis dans le conflit. Quelconque implication américaine pourrait affaiblir leurs liens commerciaux avec l'Angleterre et donc leur économie. Le 5 janvier 1838, le président déclare que toute personne qui met en péril cette neutralité sera arrêtée par les autorités américaines. Convaincu que les révoltes armées sont vouées à l'échec sans l'appui d'une grande puissance, Papineau s'éloigne du mouvement patriote et s'installe à Philadelphie le 20 février 1838. C'est un de ses amis personnels, le docteur Robert Nelson, frère du docteur Wilfred Nelson de Saint-Denis, qui sera choisi par les plus radicaux pour remplacer Papineau. Il est alors promu au rang de général de l'armée rebelle et prépare une contre-attaque le long de la frontière entre les États du Maine et du Michigan, appuyé bien sûr par le chef rebelle du Haut-Canada, William Lyon Mackenzie. Durant cet hiver, les patriotes canadiens continuent de traverser la frontière pour se réfugier aux États-Unis. Ils se regroupent principalement dans l'État de New York et du Vermont, dans des campements improvisés. Durant plusieurs mois, les patriotes exilés aux États-Unis cherchent un soutien financier des Américains. Ils négocient l'achat d'armes et cherchent à engager des officiers expérimentés pour mieux les diriger. Ils vont même contacter des officiers européens et certains accepteront de venir les commander. Le 24 février 1838, quelques centaines de patriotes et d'alliés américains partent en mission pour accumuler le plus de fusils possible pour envahir le Bas-Canada. Menés par les docteurs Nelson et Côté, ils réussissent à voler plus de 200 fusils à l'arsenal d'Elizabethtown, dans l'État de New York. Informés du vol et des préparatifs de rebelles par des traîtres et des espions, les colons britanniques des cantons de l'Est s'organisent en milices pour défendre leur village. Le 26 février 1838, au soir, une trentaine de patriotes armés traversent la frontière pour effectuer des incursions dans les villages anglophones du Bas-Canada. Ils se rendent à Potton, dans les cantons de l'Est, pour désarmer une milice locale. Une seule arme aurait été confisquée, après quoi le chef rebelle aurait été blessé dans une escarmouche, faisant ainsi fuir le reste des patriotes apeurés. Le 27 février 1838, le gouverneur général, Lord Gosford, quitte la colonie pour se rendre en Angleterre. Malade et endetté, sa démission avait été acceptée par le gouvernement britannique le mois précédent. Le lendemain de son départ, le remplaçant par intérim, Lord Colborne, annonce que la loi martiale est maintenue. Sa détermination pour briser la rébellion était la même qu'en 1837. Alors qu'il avait brûlé plusieurs villages patriotes sur la rive nord de Montréal. Le 28 février 1838, les docteurs Nelson et Côté rassemblent 300 à 400 patriotes à Holberg, dans l'État du Vermont. Le groupe traverse la frontière et se rassemble au Bas-Canada, près de la ville de Noyan, à l'est de la rivière Richelieu. Nelson y présente sa déclaration d'indépendance du Bas-Canada, en plus du drapeau représentant la Nouvelle République. Ainsi, Nelson transforme la rébellion armée en une tentative de révolution pour créer une nouvelle République américaine. La déclaration est écrite sur un document sur lequel 18 articles présentent les lois longtemps demandées par les patriotes. Inspiré par la Déclaration d'indépendance des États-Unis,
Cette république est basée sur la liberté et l'égalité. On y sépare même l'Église de l'État. Le premier article présenté donne le ton. Que de ce jour et à l'avenir, le peuple du Bas-Canada est libre de toute allégeance à la Grande-Bretagne et que tout lien politique entre le pouvoir et le Bas-Canada est maintenant rompu. Robert Nelson y est acclamé pour devenir le premier président de la République du Bas-Canada. Les festivités sont écourtées, car des troupes britanniques se déplacent rapidement vers eux. De toute évidence, les autorités britanniques avaient été informées de leur présence par des espions et des traîtres. L'arrivée des Volunteers de la vallée de la Missisquoi, des villages de Phillipsburg et de Odelltown pousse les Patriotes à fuir. Ils traversent une fois de plus la frontière américaine. De retour aux États-Unis, des soldats américains interceptent les Patriotes et les arrêtent pour ne pas avoir respecté la neutralité des États-Unis. Emprisonnés dans l'État du Vermont, ils y seront jugés par un tribunal sympathisant à leur cause. Puis finalement libérés après quelques heures d'incarcération, faute de preuves. Avec les événements de février 1838, les rebelles devaient dorénavant se méfier des traîtres et des espions. Ils organisent une société secrète qui porte le nom de Frères Chasseurs. Cette organisation cherche à construire un réseau clandestin pour recruter de nouveaux combattants dans les villages canadiens. Les grades de cette organisation s'échelonnent du soldat, surnommé le chasseur, un caporal appelé Raquette, un capitaine appelé Castor, un chef de division surnommé l'Aigle, ou même le commandant en chef surnommé le Grand Aigle. Ils se reconnaissent entre eux par un système de signes secrets, comme se toucher la narine gauche avec l'index gauche, ou le petit doigt dans l'oreille gauche, ou même en nommant une journée de la semaine pour que l'on fasse répondre le nom de la journée suivante. Ces efforts cherchent à réduire les informations transmises à des faux amis, car pour devenir frères chasseurs, les Patriotes devaient participer à une cérémonie d'intronisation avec un serment devant Dieu. Je, le prof d'histoire, librement et en présence de Dieu Tout-Puissant, jure solennellement d'observer les signes secrets et les mystères de la société dite des chasseurs, de ne jamais écrire, peindre ou faire connaître d'une manière quelconque les révélations qui m'auraient été faites par une société ou une loge de chasseurs, d'être obéissant aux règles et règlements que la société pourra faire si cela ne peut nuire grandement à mes intérêts, ma famille ou ma propre personne, d'aider de mes amis, soins et propriétés tout frère chasseur dans le besoin, de l'avertir à temps des malheurs qui le menacent. Tout cela, je le promets sans restriction et, si je n'y suis pas fidèle, consens de voir mes propriétés détruites et d'avoir moi-même le cou coupé jusqu'à l'os. Alors que les révolutionnaires s'organisent, un nouveau gouverneur général est envoyé d'Angleterre pour comprendre les causes des rébellions des Hauts et Bas Canada. Il remplacera le vieux Lord John Colborne. À 45 ans, le jeune Lord Durham, surnommé Radical Jack en Angleterre par les membres de la Chambre des Lords, doit enquêter sur les causes des rébellions de 1837. Ainsi, il est aussi nommé commissaire pour l'ajustement de certaines affaires importantes affectant les provinces du Bas et du Haut-Canada. Un grand titre officiel. Son objectif est d'analyser les causes de celles-ci pour ne pas qu'elles ne se reproduisent. Il arrive pour la première fois au Bas-Canada le 29 mai 1838. Il est chaleureusement accueilli par l'élite anglaise et les autorités en charge de la colonie. Il passera 5 mois à visiter les Hauts et Bas Canada pour comprendre les révoltes armées. Il discute avec l'aristocratie anglaise, les bourgeois et les hommes de pouvoir locaux et loyaux envers la couronne britannique. Les critiques envers les francophones sont nombreuses lors de somptueux dîners organisés par les hommes privilégiés de la société britannique. Malgré tout, Lord Durham tente de rester neutre. Il commence par remplacer les membres du conseil exécutif, car il remarque la corruption dans l'administration du Haut et du Bas Canada. Le 28 juin 1838, le jour du couronnement de la reine Victoria à Londres, il décrète l'ordonnance des Bermudes.
Cette ordonnance a pour but d'exiler 8 chefs patriotes emprisonnés au Bas-Canada afin d'éviter qu'ils ne se fassent pendre. Parmi eux se trouvent les chefs patriotes Bonaventure Vigée, qui avait, souvenez-vous, participé au premier combat des rébellions de 1837 pour libérer des prisonniers patriotes escortés à Longueuil. Il y a aussi parmi eux le docteur Wilfred Nelson, qui était responsable de la révolte armée des 6 comtés et de la victoire de Saint-Denis en 1837. Malgré tout, 23 autres chefs déjà exilés aux États-Unis sont tenus responsables et coupables de haute trahison et ne pourront jamais revenir au Canada, sans quoi ils seraient tués sans procès. Parmi ces chefs, il y a Louis-Joseph Papineau et Georges-Étienne Cartier. Les 153 autres prisonniers patriotes sont pardonnés et rentrent chez eux, en échange d'une caution monétaire très élevée, environ 1000 à 2000 livres sterling, et la promesse de garder la paix pendant 5 ans. Aussi, à la fin de l'été, la Volunteer Militia est démobilisée et les radicaux armés rentrent chez eux. Au Bas-Canada, Colborne ne peut compter que sur ses 4500 soldats réguliers, commandés par ses 527 officiers sous ses ordres, avec un nombre équivalent posté au Haut-Canada. Durham et son conseil spécial votent une ordonnance pour créer un service de police, basé sur les nouveaux modèles policiers britanniques. La police protège la propriété privée, surveille la population, organise les couvre-feux et arrête les criminels. Elle prend la place de l'armée, alors que la loi martiale est levée pour retrouver une certaine normalité avec le système de justice britannique. De nombreux Canadiens français sont soulagés et la majorité des journaux francophones félicitent Lord Durham. Le gouvernement de Londres accuse le gouverneur général d'avoir illégalement pris cette décision sans consulter ses supérieurs britanniques. Ainsi, le 29 septembre, ces critiques poussent Lord Durham à présenter sa lettre de démission. Il passe ses dernières semaines dans la colonie à construire ses idées sur les causes des rébellions afin de proposer des solutions dans un éventuel rapport détaillé. Le 9 octobre 1838, il profite de ses derniers jours de gouverneur pour décréter l'amnistie totale. En résumé, tous les rebelles, sans exception, sont pardonnés et peuvent rentrer chez eux. Plusieurs patriotes réfugiés depuis aux États-Unis retournent enfin chez eux. Le 1er novembre, Lord Durham, qui a une santé fragile, quitte l'Amérique pour terminer d'écrire son rapport en Angleterre. En novembre 1838, Sir John Colborne redevient gouverneur intermédiaire du Bas-Canada. Il réhabilite rapidement la Volunteer Militia. Les volontaires loyaux les plus radicaux reprennent donc leurs armes pour chasser du patriote. En 1838, de nombreux raids des frères chasseurs, appuyés par des milliers d'Américains, menacent le Haut-Canada. À l'automne, Colborne doit donc y déplacer plusieurs de ses soldats, affaiblissant ainsi sa présence au Bas-Canada. L'occasion est saisie par Nelson. Il envoie le message dans le réseau des frères chasseurs, divisé en une trentaine de loges réparties à travers la colonie. Une date est fixée. L'insurrection aura lieu le 3 novembre 1838. Tous les rebelles doivent s'y préparer. Les soldats britanniques se rassemblent à Montréal, où Colborne installe ses quartiers généraux après avoir quitté la ville de Québec, afin d'être plus près du Haut-Canada, mais toujours présent au Bas-Canada. Ses espions l'ont informé. Les informations ont encore fuité. Le gouverneur général se prépare à l'invasion d'une armée des patriotes en provenance des États-Unis. Cette invasion serait appuyée par une grosse partie de la population. Certains rapports parlent même de plusieurs dizaines de milliers de frères chasseurs cachés parmi cette population du Bas-Canada. La paranoïa et la peur d'être entourés par des Canadiens prêts à les attaquer poussent les miliciens volunteers à terroriser la population dans plusieurs régions. Plusieurs victimes sont envoyées en prison sans raison valable. Nous sommes le 3 novembre 1838 et l'insurrection est sur le point de commencer. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Après que Louis-Joseph Papineau eut abandonné la lutte armée, c'est son ami personnel, le docteur Robert Nelson, qui devient le chef des rebelles patriotes. Le mouvement patriote se transforme alors.
devenant ainsi une révolution armée pour créer une nouvelle république dont Nelson serait le président. Un nouveau réseau secret est alors organisé et prend le nom de Frères chasseurs. Alors que les États-Unis refusent toujours d'appuyer les révoltes armées de 1838, les Frères chasseurs sont livrés à eux-mêmes. Seul l'espoir d'une révolte de la population canadienne permet de croire qu'il est encore possible de gagner contre le gouvernement britannique par la force. Nous verrons donc la suite des rébellions dans un prochain épisode. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.